Donc, rebonsoir tout le monde, nous revoilà. Donc, pour le second talk, donc pour ce soir, nous allons accueillir à présent notre second speaker, qui nous rejoint d'ailleurs depuis un autre continent. Donc, le speaker de ce soir, elle a plus de 15 ans d'expérience dans le monde d'assurance qualité et de test. Elle a eu la chance d'exercer sa passion dans de multiples secteurs et de se confronter aux différents défis que ces industries exigent. Actuellement, en fait, elle est en Amérique du Nord, donc elle est au Canada, et elle a pu constater à quel point les challenges qu'elle rencontre aujourd'hui sont identiques à ceux qu'elle a rencontrés en France il y a quelques années. Donc, ces mêmes problèmes lui ont permis d'éprouver sa vision et de présenter au Testing Festival et de gagner le premier prix. Donc, nous allons accueillir ensemble pour ce soir, pour le second talk, Iman. Bonsoir Iman. Bonsoir. Donc Iman, tu vas nous parler ce soir des voitures connectées, le défi des demandes industrielles et logicielles. Un sujet assez passionnant et je pense qu'aujourd'hui, ceux du monde industriel se posent ce qu'on fait sur le monde logiciel et inversement. Donc on a hâte de t'écouter. Merci beaucoup Farah, merci à tous de m'accueillir dans cette magnifique conférence. Donc aujourd'hui, effectivement, le sujet que je voulais vous présenter, c'est un sujet qui nous touche beaucoup et je suis sûre qu'il va toucher beaucoup de monde. Ça sera pas que la voiture, on va voir ça. Mais c'est vraiment quelque chose d'issu de mon expérience et je trouvais ça très intéressant de vous le partager. Donc, Super. Et ben à toi le stage, Iman. On a hâte de t'écouter. voiture connectée, le défi des deux mondes. Donc, on va d'abord voir effectivement pourquoi ces deux mondes et qu'est-ce que ça a eu comme défi. Donc, ce que on va voir ensemble, c'est d'abord une petite introduction de qui je suis. Ensuite, le monde réel de la voiture par rapport à l'univers de logiciel, la rencontre de ces deux mondes, ce que l'expérience m'a appris, ainsi que les défis de demain. Donc, pour résumer rapidement, j'ai fait une formation de développement à la base il y a une bonne quinzaine d'années. Et en cherchant du travail, on m'avait proposé quelques mois après de faire des tests. Évidemment, à l'époque, j'en avais pas du tout entendu parler et j'étais persuadée que j'allais tester des boutons. Donc, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas, allons-y avec les boutons et ça va durer 1 ou 2 mois, le temps de trouver quelque chose d'un peu plus sérieux, au fait. Et ben, en la première semaine, je pense qu'au bout de 3, 4 jours, j'ai appris ce que c'était que les tests et l'assurance qualité. Et je suis tombée en amour, comme on dit ici en Amérique du Nord. C'est devenu assez rapidement une passion. C'est un magnifique hasard et j'en suis pas sortie. Donc, une quinzaine d'années d'expérience, plus de 10 secteurs différents. C'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce métier, c'est la possibilité de changer des secteurs et de voir comment ça se passait. Donc, j'ai fait plusieurs banques, que ce soit de finance, de détail, d'épargne, de l'automobile, de la télécommunication, de l'énergie, du divertissement, des ressources humaines et j'en passe. Et effectivement, on reste toujours plus ou moins sur les mêmes défis, quoique le défi monde industriel et informatique, il est plus rigolo. Quelques certifications, ISTQB Test Management en 2013, ITIL V3 et ainsi que plus récemment SAFE pour plus une méthodologie d'agile à l'échelle. Voilà pour ce qui me caractérise, on va dire, et ce qui me résume. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, la voiture. C'est quoi son monde industriel? Quelles sont ses caractéristiques? Au fait, les caractéristiques du monde industriel, bah, ça date du XVIIIe siècle, à peu près jusqu'au XIXe siècle. Des fois, on peut l'amener jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, ça continue. Hein. Ensuite, les caractéristiques de ce monde, bah, c'est quand même une ère. Donc, c'est vraiment une étape
assez importante où on est passé d'un monde rural plutôt agricole à un monde très manufacturier, usine. C'était un phénomène qui a été progressif et évidemment mondial, donc il n'a pas évolué de la même manière mondialement et par pays. On a eu de multiples inventions et de très très nombreuses découvertes à cette époque-là. Et il y a eu des énormes conséquences sur notre société en termes de collectivité, protection sociale, rythme de travail et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on la qualifie comme une ère, une révolution, parce qu'il y a eu de gros impacts sur l'humain et sa façon de voir les choses et le monde et son rapport face à la nature. La voiture dans tout ça, c'est une conséquence logique de cette ère. Le premier prototype, il date de 1886 par Karl Benz, donc en Allemagne. Et aujourd'hui, je crois que l'étude là, c'est dans les 2010, on avait atteint à peu près 1 milliard de voitures. Donc on voit bien que même si ça a été inventé en 1886, la première, on va dire, un premier prototype, ça a continué à évoluer et il ne s'arrêtera pas. Les particularités de ce monde, c'est un monde extrêmement précis, organisé et extrêmement normé. C'est un monde où on va éviter le désordre parce qu'on va minuter. Tout le monde a entendu parler du Fordisme et on va éviter l'inconnu. Il y a aussi le lean qui vient aussi du monde de la voiture. C'est un monde extrêmement précis et c'est ça. Donc on imagine bien qu'aujourd'hui, un écrou, il faut qu'il ait la bonne taille dans la voiture. On peut pas juste livrer une voiture avec les 3-4 roues ou même le volant mal vissé ou pas proportionnel. Il y a des choses qui ne sont pas normales, on va dire, et qu'il fallait absolument organiser, euh, mettre en séquentialité, en tout cas avoir une séquence. Euh, Toutes ces choses-là sont les caractéristiques du monde industriel ou du moins celui de la voiture et de sa construction. La place du hasard, il n'y en a pas trop. Par rapport à l'informatique, qui est un autre monde, un nouveau monde qui a commencé, lui, selon les personnes, selon la définition, dans les années 40. Pardon. Donc, c'est un phénomène extrêmement récent. Lui aussi, il est mondial. Il continue de se construire. Il est pas, on n'est même pas au début de cette ère-là. On va dire que c'est une évolution. Il y a de nombreuses méthodes parce que on essaye d'hériter de ce qu'on a appris. Donc, on essaie de mettre en œuvre, d'appliquer des choses qu'on a appris du bâtiment, donc des cycles en V, etc., des cycles très séquentiels. On a toujours essayé de les appliquer à l'informatique. Encore aujourd'hui, il y a des projets qui sont encore hérités de cette séquentialité. Il y a de multiples inventions. Aujourd'hui, on le voit avec le cloud, etc. Il y a de multiples découvertes et nous sommes vraiment qu'au tout début. Et on imagine très bien qu'il va y avoir de grandes conséquences sur notre société. Par comparatif, le premier ordinateur, donc là, il y a un débat sur c'est quoi le premier ordinateur. Donc, on va prendre celui qui a un tube à vide. Il date des années 40 à peu près. Aujourd'hui, c'est estimé à 6,2 milliards d'ordinateurs. Donc, quand on parle d'ordinateur, ici, selon la définition, selon Gartner, c'est tout ce qui est téléphone portable, bureau, tablette, téléphone mobile, etc., qui, eux, comportent un bout de logiciel, un bout de programme. Donc, on est à 6,2 milliards. Ici aussi, les échelles sont immenses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent. On continue, ce n'est pas arrêté. Comme je vous ai dit, on est vraiment au tout début. Il y a de multiples défis et il y a de multiples méthodes. À l'inverse donc du monde industriel.
Les particularités de ce monde informatique, ben, on va dire un petit peu l'opposé, c'est-à-dire un monde imprécis, bien qu'on essaie de le préciser, un monde, même si on le veut, je suis désolée, il reste quand même très désorganisé parce qu'on y va euh, comme on le sent en fonction du projet et puis on essaie d'appliquer certaines méthodes, etc. Mais ça reste que à l'opposé du monde industriel, un monde qui est pas très organisé et il est plus ou moins normé. Plus ou moins normé, c'est-à-dire que s'il n'est pas sur, si l'informatique n'est pas liée à, on va dire à la vie humaine, si la vie humaine n'est pas une conséquence, eh ben c'est sûr qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de normes I3E, ISO, etc. Comme le monde aéronautique, aérospatial, médical, etc. ont eu. Donc là, c'est vrai que les logiciels sont très stricts, très réglementés. Mais tout le reste, ben, c'est un petit peu, je ne vais pas dire l'anarchie, mais pas loin. Donc là, on est dans un monde instable, donc pas très séquentiel. D'ailleurs, on nous demande d'être être en capacité de s'adapter rapidement. Parce que c'est le monde qui nous le demande aujourd'hui. On veut des choses, on veut avoir une application qui répond à nos besoins rapidement, on veut voir une évolution rapidement apparaître. Donc, ça crée tout ça des instabilités. Et bien sûr, un des principes, des 7 principes de test, je ne sais pas si vous les connaissez, mais un des 7 principes de test que j'aime beaucoup, c'est les 0 bugs est impossible. Donc, c'est clair que nous sommes dans 2 mondes opposés. La rencontre des opposés, eh ben c'est des gros défis. Les gros défis, c'est justement comment aligner ces 2 particularités. Comment aligner un monde qui se veut très séquentiel, en même temps avec un monde qui se veut très adaptatif. Vous allez me dire, bah, c'est simple, celui qui s'adapte va s'adapter au monde séquentiel, mais c'est pas si simple que ça. Comment aligner les 2 états d'esprit? Pourquoi je parle d'état d'esprit? C'est que quand on arrive dans un monde industriel et donc de voitures, il y a l'informatique, je l'écris en gros, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va voir et qu'on va revoir pendant encore une bonne dizaine d'années, je pense. L'informatique était un support pour l'entreprise. Euh, c'est pas qu'on n'était pas pris au sérieux, mais pour certains, pas loin. D'accord? On était là pour aider, dépanner, ou en tout cas, elle était là, notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, ben, l'informatique, elle est au cœur de ce que produit une entreprise. Ça veut dire que demain, la voiture, ben, l'informatique sera le cœur de cette voiture. Aujourd'hui, on la veut, la voiture robuste, on veut qu'elle soit fiable, mais demain, elle aura plus des critères type informatique que plutôt des critères, on va dire, techniques mécaniques. C'est sûr que la mécanique, on ne pourra pas s'en passer, c'est là, mais c'est juste le rapport de force qui va s'inverser. De la même manière que ce qui est séquentiel de ce qui ne l'est pas. Il y a un moment donné, il va falloir aligner un petit peu tout ce bon monde. Donc, le jour où, du moins les années où j'ai passé cette expérience, il y avait encore cette dissonance encore entre ces 2 mondes. En plus, nous, dans le développement en informatique, on avait pris l'agilité, c'est-à-dire le monde agile, ça veut dire qu'on s'adapte, on réagit vite, on change vite, etc. On fiche pas les choses. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben on le remonte, on le corrige et hop, c'est bon. La prochaine livraison, s'il vous plaît. Et ben quand on l'alignait avec le monde, donc on va dire physique, mécanique, eh ben, il y avait un délai. Et ça a été ça, on va dire les plus gros problèmes, les plus gros, pas problèmes, mais défis à remonter. De mon expérience, là où, on va dire, là où c'est semblable entre l'industrie et l'informatique, c'est effectivement, nous avions des équipes étendues. Donc la voiture, c'est quelque chose qui est construit
partout dans le monde. Il va y avoir des pièces, des boulons construits, je sais pas moi, en Roumanie, des portes construites à droite, le logiciel, le tableau de bord construit à Singapour et ainsi de suite. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Le monde informatique, c'est exactement pareil. Ici aussi, dans l'informatique, on peut avoir des équipes en Inde qui vont tester, des équipes en France ou ailleurs qui vont émettre le besoin, d'autres qui vont être en support, etc. Donc, le défi a été le même, c'est-à-dire aligner la langue, aligner les cultures. Donc celui-ci, on le connaît, je pense que vous le connaissez du moins, c'est des défis qui sont vraiment importants et qui ont de grandes conséquences, surtout si on ne s'adapte pas, on n'adapte pas la communication et on ne s'assure pas que l'autre ait bien compris ce qu'on est dit. Un des premiers défis qu'il y a eu là-dessus, c'est comprendre. Alors, ça va vous paraître tout bête, mais c'est juste par exemple la gestion des bugs, le statut des bugs. Ce que pour nous, ce que pour l'autre considérait comme résolu, ne l'était pas pour nous. Parce que pour nous, ben non, vous avez juste clôturé le bug, vous avez juste fini le bug, alors que nous, pour nous, c'est pas résolu. Alors que pour les autres équipes, être le bug, s'il était résolu, ça voulait dire traité. Donc, il y a eu énormément de débats sur ces statuts-là et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il y a eu énormément d'allers-retours. Je pense qu'on a tué le débat à partir du moment où j'ai pris les deux personnes. Je pense que vous connaissez cet exercice. J'ai dessiné un 6 et je demandais à une personne de me dire ce qu'elle voyait. Elle voyait un 6 et l'autre personne, ce qu'elle voyait, elle voyait un 9. Je leur disais, le débat, là, il est exactement pareil. On parle de la même chose, sauf que vos points de vue sont différents. Donc, une fois qu'on s'est accordé sur on veut juste parler la même langue, ça a été beaucoup plus simple après pour résoudre les problèmes et être un tout petit peu plus efficace sur la façon de traiter les anomalies. En parlant des anomalies avec les équipes étendues et les particularités des voitures aussi, c'est que les voitures vont avoir comme tout ce qu'elles comportent, vont avoir tout ce qu'un cycle, ce qu'ils appellent dans leur jargon la vie série. Donc il va y avoir un grand cycle et plusieurs sous-compagnies, on va dire, qui vont intervenir. Donc leur laisser les droits d'accès à certains bugs, etc., ça a été aussi un énorme défi. Donc ça, c'est vraiment pour parler un petit peu des conséquences des équipes étendues et je suis sûre, là, pour le coup, vous avez les mêmes. Parce que là, quand on parle du monde industriel ou du monde informatique, dès qu'on parle des équipes étendues, on parle de problèmes de langue et de culture. Et, et pour moi, la grande préconisation, c'est rester humble et savoir que c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on veut dire la même chose. Donc, s'assurer par le biais de d'autres questions, par le biais d'une reformulation, qu'on ait bien compris les choses. La version des documents. Ici aussi, bah, ça a été un des premiers couacs de la rencontre des deux mondes. Chez nous, du côté logiciel informatique, c'était très simple. Il y avait un bug sur la définition des données. Par exemple, on attendait à une donnée booléenne, donc un oui, non, un 0, 1. C'était très simple. Quand on faisait des simulations avec un 0 et que finalement la donnée c'était un non, c'était facile de corriger. Donc nous, c'était très réactif. Mais en parallèle, l'industrie n'avait peut-être pas les bonnes versions au bon moment. Pourquoi je dis au bon moment? Tout simplement que lorsqu'on teste dans ce monde-ci, il y a toute une étape, première étape, on va dire, qui va être les étapes avec des simulateurs. Évidemment, on ne faisait pas des tests avec des voitures. Vous imaginez le coût, surtout quand on faisait des tests de crash. Donc là, on a beaucoup de simulateurs.
une bonne phase où on va tester la robustesse, les dictionnaires de données, la définition des données, etc. On va le faire avec des simulateurs. Et de temps à autre, la moyenne, je crois que c'était tous les 2 mois, quelque chose comme ça. On avait ce qu'on appelait les tests sur bench, donc sur le banc, où là, il y avait plusieurs fournisseurs. Donc là, on avait vraiment de l'électronique. On n'avait plus vraiment des simulateurs. L'électronique qui venait et qui faisait des simulations et des petits tests pour voir si oui ou non ça fonctionnait. Malheureusement, il y avait énormément de désalignements à ces phases-là. Euh, sur 10 tests, s'il y en avait un qui passait, c'était presque un miracle. Je parle du début, hein, pas à la fin, parce qu'à la fin, ça se stabilise et heureusement, il y a des tests qui sont plutôt passants. Mais au début, ça a été ça les défis. Quand on s'est rendu compte que le test ne passait pas, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à l'exécuter, c'était toujours, la majorité du temps, c'était à cause de la version de document où eux, ils ont fabriqué le signal, ils ont créé le signal avec un dictionnaire de données qui affichait 1 ou 0, mais nous, de notre côté, on l'avait corrigé avec un oui et un non. Forcément, ça ne se parle pas, ça ne se communique pas, ça n'arrive pas. Donc, ces tests-là peuvent coûter très cher parce qu'on déplace des personnes, on a du physique et finalement pour que ça ne fonctionne pas. Après, vous allez me dire, c'est comme ça qu'on s'améliore. Effectivement, et c'est ce qui s'est passé. On s'est amélioré. On a essayé de figer des versions dans l'optique de faire ces tests sur banc, justement pour au moins vérifier que le message, les signaux passent bien. Et ça a été bien mieux vers la fin parce qu'évidemment, les versions des documents et donc du besoin ont été un peu plus stabilisées. Donc, forcément, on était un peu plus alignés. Mais la différence ici, donc entre l'industriel et l'informatique, c'est vraiment le coût, parce que faire des tests, c'est vrai que si on est en interne entre nous là dans les logiciels et on fait des tests end-to-end, donc entre systèmes, etc. Oui, ça coûte de l'argent parce qu'on est mobilisé, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont mobilisées et qu'on fait ce genre de choses. Effectivement, la version des documents et de données est extrêmement importante. Là, on peut imaginer que ça coûte d'autant plus cher parce qu'on fait déplacer des personnes, encore une fois, du monde entier, du Brésil, de Singapour, de Roumanie, etc., pour faire ces tests-là. Et on parle de matériel. Donc, les conséquences sont un tout petit peu plus coûteuses, on va dire. En termes de couverture de test, ici aussi, c'était intéressant dans le sens où, comme je vous ai dit brièvement, la première partie, les premières phases de test se déroulaient avec un simulateur. Donc, c'est sûr que la question qu'on nous pose souvent, on va dire les développeurs ou même des fois les analystes, mais votre test n'a aucun sens. Là, c'était démultiplié, d'accord? Effectivement, avec un simulateur, on pouvait faire crasher la voiture plusieurs fois, on pouvait la faire monter de l'Himalaya jusqu'au fin fond des Pays-Bas en quelques secondes. C'est vrai que ça n'avait pas de sens. Mais les tests à ce niveau-là étaient très importants pour confirmer et assurer la robustesse de ce qui allait être vraiment le cerveau, donc ce qui connectait la voiture au smartphone, au téléphone, au logiciel. Donc, c'était vraiment nous assurer que ce cerveau-là allait récolter et allait réagir correctement, on va dire, face aux données qu'il pouvait recevoir. Donc, chez nous, même si donc nous, on était essentiellement une équipe essentiellement avec les simulateurs. Le test des prototypes est arrivé après.
entre-temps, moi, j'ai quitté ce projet, donc j'ai pas pu aller jusqu'au test prototype. D'ailleurs, je suis venue ici au Canada, c'était pour la bonne raison, sinon je vous assure que j'aurais aimé faire ces tests de prototype. Mais avec le simulateur, on a pu détecter énormément de choses, de cohérence, notamment de données. Et j'arrive au prochain point, parce que finalement, dans ce qui a été hier le défi avec la voiture va l'être de plus en plus dans notre monde. La qualité de la donnée, c'est quelque chose d'extrêmement important. La qualité de la donnée, pour moi, c'est comme un cancer. Si on fait pas attention, ça peut gangréner et le temps de retrouver qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, etc., ça peut être plus long et il peut y avoir de plus en plus de problèmes. Donc, au niveau de simulateurs, c'est ce que nous avons extrêmement fait attention, c'était vraiment la qualité de données. Et une petite anecdote à ce sujet, je faisais des tests d'envoi, de simulation, de position de la voiture. Et en regardant le dictionnaire de données, il affichait pour l'altitude de 0 à 4500, quelque chose comme ça. Ça m'a un petit peu interpellée. Je me suis dit, tiens, à l'envoi de 0, ouais, c'est bizarre. Est-ce qu'il va y avoir un calculateur derrière pour recalculer où est-ce qu'elle est, parce qu'elle peut pas envoyer peut-être du négatif. Donc, je demande à l'analyste qui était une des meilleures analystes de l'époque, je lui ai dit, tiens, c'est ta partie là, cette fonctionnalité. C'est bizarre, le dictionnaire de données met de 0 à 4500. Est-ce que ça te paraît normal? La personne est partie à rire, mais vraiment un grand fou rire. Et difficilement, elle m'a dit, mais on s'en fiche complètement que la voiture envoie sa donnée alors qu'elle est sous l'eau. En fait, si elle tombe dans l'eau, elle est finie. Pourquoi tu veux qu'elle renvoie sa donnée? Bon, j'ai compris que ça allait être un tout petit peu compliqué de la faire, de lui expliquer ce que j'avais en tête, pourquoi je posais sérieusement cette question et c'était pas une blague. Donc, j'ai tout simplement été voir le maître des dictionnaires de données. Je lui ai dit, écoute, ça me paraît bizarre. Il y a plusieurs endroits sur la Terre qui sont en dessous du seuil de la mer. Donc, juste par exemple, les Pays-Bas, ils sont essentiellement en dessous de la mer. Est-ce qu'il va y avoir un autre calculateur qui va réajuster le tout ou est-ce une erreur? Et effectivement, c'était bien une erreur humaine de cette donnée. Donc, après quelques recherches, il me semble qu'ils ont revu et je crois que le point le plus bas était à 270 mètres en dessous, etc. Donc, nous pouvions simuler des données négatives. Tout ça pour dire que cette étape-là était très importante pour la robustesse et l'intégrité de cette donnée. Parce qu'effectivement, on imagine bien qu'une fois la voiture développée, corriger cela, ça peut être un tout petit peu problématique. Sauf s'ils allaient pouvoir le corriger peut-être avec des mises à jour, mais autant corriger le problème dès maintenant. Donc voilà. La réglementation, pourquoi la réglementation? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque où nous étions en train de faire ces tests sur cette voiture, sur le simulateur, pardon, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la RGPD. Donc, nous avions une stratégie de test jolie, belle, robuste. Elle tenait la route avec toutes les phases de la voiture et de sa construction et donc de son cycle de vie, donc avec les tests, avec les prototypes et ainsi de suite. La chose qu'on n'avait pas prévue, c'est la RGPD et sa loi. Donc, clairement, on n'avait pas d'autre choix que de tout de suite respecter et tout de suite revoir la stratégie de test. Avant cette réglementation, clairement, on pouvait récolter tout ce qu'on voulait.
le nombre de fois on a appuyé sur le frein, le nombre de fois on a ouvert, fermé la voiture, combien de fois on a mis le chauffage, tout un tas de données qu'on pouvait, vous pouvez imaginer. Bah, la réglementation est arrivée, donc c'est sur la vie privée des personnes, donc évidemment directement impactée. On pouvait pas faire n'importe quoi, on pouvait pas récolter n'importe comment et on pouvait pas surtout garder certaines données comme on le voulait. Donc évidemment, les intégrateurs ont dû revoir la manière de stocker parce qu'on était dans le cloud, donc la manière de stocker les données, la manière de gérer ces données. Et de mon côté, j'étais obligée de revoir toute la stratégie de test de la donnée. Ce qui nous a amené finalement à revoir toute une stratégie et ce que je rappellerais, c'est plutôt de la data-driven data quality. Donc, c'était ça, on était vraiment piloté, en tout cas, personnellement, j'étais dans cette qualité de données et piloter tout le reste, l'organisation de tests vis-à-vis de cette donnée, de son intégrité et de sa manière dont on allait la stocker et la manipuler. Donc, globalement, c'était ça. La grande majorité des grands défis qu'on a eus lorsqu'on a testé cette future voiture connectée. Demain, aujourd'hui, vous le savez, on est vraiment qu'au début d'une nouvelle ère. C'est vraiment le début, on n'a rien vu encore. On sent que c'est quelque chose qui va arriver. Il ne faut pas en avoir peur, même si c'est vrai que des fois, ça donne la chair de poule. On ne sait pas vers où on va et jusqu'où on va aller. Mais il faut se dire qu'on a d'une manière la chance de vivre cette transition et il faut il faut être courageux et il faut y aller. Faut regarder vers où on va, faut se renseigner et c'est sûr que demain, aujourd'hui, c'était la voiture connectée. Demain, on sait très bien que c'est la maison connectée. Tout va être connecté. Il y a des villes entières, il me semble que c'est à Singapour ou au Japon, qui sont entièrement connectées. Où vous avez le frigidaire qui est connecté au supermarché. C'est sûr que aujourd'hui, on va pas parler d'un système entre systèmes, on va plutôt parler d'un écosystème connecté à un autre écosystème. Voilà, ça va être quelque chose. Je ne peux pas dire jusqu'où ça va aller parce que j'ai aucune idée. Je sais juste que ça va être quelque chose de nouveau. Quand ils ont inventé les premiers moteurs à combustion ou même à vapeur, je ne pense pas qu'à l'époque, ils ont imaginé qu'aujourd'hui, on en serait là à fabriquer des machines volantes, etc. Ce qui se passe aussi, c'est, attention, je pense sincèrement qu'il faut repenser aux méthodes et aux organisations. Je l'ai dit à quelques reprises sur certaines tables rondes, etc., que les méthodes et les organisations aujourd'hui sont héritées du monde industriel, elles sont héritées de cette ère qui était malgré tout très séquentielle, très normée, très organisée. Donc ça a vraiment aucun sens aujourd'hui d'appliquer ces méthodes, même en les améliorant, on s'accorde, dans un monde qui va se voir complètement instable et pas palpable. Il va falloir quand même sincèrement revoir, mais d'une autre manière, comment aborder ces sujets-là. Faire de l'agilité à grande échelle, ce n'est que les débuts. On l'a vu que le cycle en V, les cycles, tout ça, hérité de l'ère industrielle, ne fonctionne plus. C'est l'agilité qui est là. Mais aujourd'hui, l'agilité, bon, certaines entreprises l'ont comprise, donc elles ont agilisé leur organisation au sens large et non pas juste le projet. Mais clairement, aujourd'hui, toutes les solutions
qu'on essaie de trouver, elles sont limitées aux petits projets. Elles sont pas inclusive avec le marketing, le budget, le top management, etc. Et c'est d'ailleurs un des problèmes, dans mon sens, de la qualité, c'est qu'aujourd'hui, on a beau tout tester, mais si le top management, l'industrie, l'entreprise n'est pas alertée et n'est pas impliquée comme il se doit dans l'informatique, parce qu'encore une fois, l'informatique n'est plus un support pour l'entreprise, mais ça devient le cœur de l'entreprise dans quelques années. Peut-être que ça fait peur à certains, mais c'est l'informatique qui va diriger le monde. C'est plus les entreprises. C'est l'inverse. L'informatique va chercher des investisseurs. Ils auront plus vraiment besoin de chefs de marketing, etc. Ça, c'est mon opinion. Hein. Donc, c'est sûr qu'il va falloir revoir les choses et commencer à penser d'une autre manière. La qualité de la donnée, de la sécurité, ben, clairement, on le voit aujourd'hui. Hein, on voit que tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, etc., tout ce qui est connecté, c'est pas que du physique, c'est pas que des câbles qui connectent. Ce qui connecte réellement, c'est la donnée. Donc, clairement, la qualité de la donnée est extrêmement importante et elle va avoir de plus en plus sa place. Et d'ailleurs, on voit pas trop cette rubrique-là. Si vous voyez les critères 25010, donc ISO 25010 qui est TQB se base dessus. Donc, parmi ces critères, on ne voit pas le petit critère de données, mais je suis sûre que bientôt, on va l'avoir comme la sécurité est ressortie et la compatibilité. Il me semble, ces deux éléments qui sont sortis, la différence entre l'ISTQB ou celle laquelle que j'ai passée et celle de 2018, c'est plus les mêmes. Demain, je m'attends à avoir aussi une rubrique très particulière à la donnée. La donnée et la sécurité, évidemment, donc tout le monde voit bien que les guerres, même si elles sont encore aujourd'hui avec des bombes et autre chose, elles sont de plus en plus informatiques. Donc, de plus en plus d'intrusions, de plus en plus de hacks. Donc, voilà, ces deux éléments vont être extrêmement importants en termes de qualité et de testing. C'est des choses qu'il va falloir penser sérieusement et isoler, mettre à part entière. Donc ça, c'est fait maintenant pour la sécurité. Il y a des spécialisations. Maintenant, pour la donnée, je pense aussi qu'il va falloir être très attentif, surtout avec l'intelligence artificielle qui se base, on va dire, le sang. Hein, pour ce qui est vital pour l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Donc, c'est sûr que si on lui donne toujours les mêmes styles de données, je vous invite à regarder justement les conférences de Monsieur Olivier Denou, sur le président des STQB sur l'intelligence artificielle, qui déjà ouvre l'imaginaire et les notions des conséquences d'avoir des mauvaises données dans l'intelligence artificielle et ce que ça peut amener. Et je partirai par une petite fin, c'est-à-dire revoir ce que nous raconte l'histoire, revoir ce que a raconté l'histoire, l'ère industrielle, d'où c'est parti, comment ça a été évolué, comment ça a touché le monde de notre société, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'organisation, en termes de protection. C'est exactement les mêmes défis, les mêmes choses qu'on va forcément avoir avec l'ère digitale. Aujourd'hui, je vous ai présenté la voiture connectée. Il va y avoir la voiture autonome. Quand j'y va, ben, elle y est, hein, la voiture autonome. Et ce que nous raconte l'histoire aussi, c'est que les lois et les protections de l'homme sont arrivées a posteriori. Donc, clairement, il faut commencer dès maintenant à trouver un moyen de se protéger, ce qu'a bien fait à l'époque la RGPD. Et il faut faire attention.
c'est un monde extraordinaire qui s'ouvre à nous. C'est sûr que les possibilités vont être énormes, mais c'est comme toute invention, il faut faire attention. Euh, voilà, c'était le mot de la fin de cette présentation. J'espère que vous avez appris des choses. Voilà. Merci à Paris Tesconf. Merci de m'avoir invité. Ah, je ne t'entends pas, Farah. Oui, je disais C'est merci bon. beaucoup, Iman. C'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, on a eu pas mal de connexions. Ah, merci. Donc, peut-être on va commencer avec une première de la part du coup de Daphné. Donc, en fait, elle nous pose la question, quelle est la part de tests en conditions réelles dans cet univers de voitures connectées? Ah, si je comprends bien la question en conditions réelles, ça veut dire avec un vrai prototype, donc une vraie voiture. Bah, effectivement, vous imaginez bien qu'elle est limitée, mais c'était une phase obligatoire, effectivement. Donc nous, on avait nos simulateurs, hein, donc quand on est sur place, on a nos simulateurs, etc. Et il y avait le niveau, on va dire, avec la vraie voiture. Donc il y avait plusieurs voitures qui allaient être à différents endroits du monde, on va dire. Et il y avait une phase, effectivement, de tests, donc de roulage, entre guillemets. Et donc, ces tests-là, c'était une période de test quand même très courte. Je pourrais pas vous donner l'échelle exacte parce que là, on va tomber dans voilà, on ne dit pas tout. Mais c'est sûr que je sais que des collègues avec qui j'ai gardé contact, ils ont tourné avec le prototype dans les parkings, etc. Pour faire des petits tests, mais c'est sûr qu'on pouvait pas faire non plus énormément. Et il faut dire que même le prototype coûte cher, donc on n'avait pas beaucoup de temps pour tester nos tests à nous. Donc la part, clairement, les tests avec le simulateur étaient beaucoup plus importants que le test avec le prototype. Et du coup, vous avez parlé, tu as parlé, Iman, plutôt du test des voitures dans différents endroits au monde. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes réglementations et donc du coup, pour les tests réels, il faut les tester dans différentes géographies ou quelle est, on va dire, la cause? Je suis curieuse en fait de savoir. Tout simplement, par exemple, les kilomètres et les miles. Donc, voir si ça répond bien, voir si effectivement, comme tu as dit, les réglementations sont bien respectées. C'est ça. Après, chaque pays va avoir ses propres particularités, etc. Donc, Ça, c'est sûr. oui. C'est sûr. On va enchaîner du coup avec une deuxième question de Benjamin qui te dit, tu as parlé du Lean au début. Est-ce que tout se gère en cycle agile? Donc, j'imagine qu'il pose la question comment se gère du coup, quel est le cycle de développement et de test pour ces voitures connectées? C'est sûr que nous, on a fait nous, en tout cas, quand notre méthode de développement était agile. Si j'ai parlé du Lean, c'est quelque chose qui est hérité purement de l'industrie de la voiture parce que c'est quelque chose de très séquentiel, très parfait, très normé, très précis. Donc, on évite les pertes de temps, on évite tout ce qui perturbe, etc. Donc ça, c'est le pur industriel et bah il y a le monde informatique qui est un tout petit peu euh, voilà, il est un petit peu tout croche. J'ai le mot, excusez-moi, hein, j'ai le terme québécois qui sort là, enfin français. Il est un petit peu tordu, donc voilà, parce que on nous apprend justement à être adaptif, on s'adapte, réactif, etc., etc. Donc ça a été vraiment ça la difficulté, et c'est ce que je disais. Il y a un moment donné, il fallait qu'on s'aligne, il fallait qu'on s'accorde, et donc tout était une question de timing. Ok, les versions, il fallait pas demander à l'ère industrielle, ok, vous en êtes où dans une semaine, 2 semaines, on va faire ces tests. Qu'est-ce que vous avez pris comme version? Il fallait s'y prendre un tout petit peu plus en avance, au fait, par rapport à nous.
Très clair. Et du coup, si je comprends bien, du coup, il y avait plusieurs équipes, mais chacune avait un cycle de développement qui était différent, donc du coup, des unes des autres. C'est pour Bah, ça, du coup, qu'il fallait ces bah, bien, mouvements. bien sûr, parce que le cycle après de fabriquer, donc il y a il y a deux types d'ordinateurs, on va dire, dans la voiture. Hein. Tu as, le tableau de bord et tu as un autre ordinateur que tu ne vois pas. Donc, le temps de développer concrètement ces machines-là, ils ont leur propre cycle de vie qui n'était pas forcément aligné avec le nôtre. Donc, ça a été ça les petits couacs au début qui se sont améliorés au fil du temps. C'est super clair. Et moi, j'avais une question, du coup, à te poser parce que tu as parlé de la qualité de la data Oui. et des simulateurs, et je me demandais du coup, est-ce que il fallait récupérer un nombre à partir d'un nombre donné de data pour avoir une fiabilité? En tout cas, comment vous assurez avec les simulateurs la fiabilité des data du coup que vous testez? Bah, en fait, les simulateurs, c'était juste en simuler les envois de données. Donc, c'est vrai qu'on pouvait faire dire ce qu'on voulait à la donnée. Comme j'ai dit, on pouvait la faire cracher plusieurs fois. Enfin, on faisait des trucs qui avaient des fois aucun sens réel, mais on voulait juste s'assurer que le cœur réagit bien, même s'il va y avoir la couche front, donc avec le téléphone qui va bloquer l'utilisation, je ne sais pas moi, des valeurs négatives, des valeurs. Donc nous, avec les simulateurs, on s'assurait que la data était intègre et robuste. Il fallait surtout pas laisser porte ouverte à n'importe quoi. Donc, il fallait qu'elle soit stricte dès cette phase-là. Et après, bon, bah, s'il y avait des erreurs, parce que c'était d'autres équipes qui fabriquaient le logiciel. Nous, on n'avait aucune idée de logiciel. On avait, pareil, un autre simulateur pour écouter ce qui ressortait du cerveau. Mais voilà, on savait pas comment eux, après, ils allaient fabriquer le logiciel Bien pour sûr. Et connecter. du coup, on va dire, la data, elle est plutôt produite par des équipes internes, non pas récoltée pour les simulateurs. Exactement. Ben non, parce qu'elle est pas récoltée puisque la voiture n'existe pas encore, en fait. Elle était en train d'être fabriquée. Super intéressant, parce que moi, j'imaginais tellement dans un monde comme celui d'aujourd'hui que certaines data, ils soient, on va dire, anonymisées et remontées directement par les voitures pour par la suite retester avec. Et donc, Ah je bah me peut-être que demandais. c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Maintenant que la voiture, elle est sortie, hein, elle est quand même sortie et donc elle a été mise à jour, je sais plus, il y a un an peut-être ou quelques mois. Le système, et j'ai vu des publications, elle a été mise à jour, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le niveau de test est autre que celui auquel j'ai Que vous assisté avez, où que la tu as voiture connu. n'existait pas. C'est ça, où on Bah était oui, c'est pure sûr. industrie. Bien Mm. sûr. On enchaîne du coup avec une autre question de Daphné qui est encore sur les données. Je pense que c'est Ouais. un sujet qui va revenir. Bah, c'est C'est un normal, c'est sujet le cœur. passionnant. Je pense que c'est vraiment le point commun entre le logiciel et quoi l'industriel, parce que vraiment avec RGPD aujourd'hui, on se pose tous des questions autour de la Ouais. data. Donc, elle dit, Daphné nous dit, en parlant qualité de la donnée, d'où viennent votre donnée? Donc, c'était un peu la question qu'on avait au départ. Et elle posait la question, est-ce qu'il y avait des données uniquement remontées par le véhicule? Donc, tu as répondu, Iman, à une partie. Est-ce qu'il y a Exactement. il y a d'autres choses, entre guillemets, est-ce qu'il y a d'autres données autres qui sont faites par les équipes internes? Oui, alors, non, c'est pas tout à fait ça. Des données fabriquées par des équipes internes, non. C'est nous qui simulions ces données. Par contre, est-ce que c'était uniquement remonté par le véhicule? Non. Effectivement, il y a des données qui remontent au véhicule, mais il y avait aussi des données qu'on appelait des données calculées. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y avait à peu près entre, je sais plus exactement, 2500, 4000 données au total, ok? Et il y en avait à peu près 700, 800 qui étaient
calculer. Donc là, c'est pas la voiture qui la calcule, c'est le cerveau qui la calcule. Quand on appelle la donnée calculée, c'est par exemple le nombre de kilomètres. Voilà, qu'elle a fait. Donc ça, c'est pas la voiture qui la calcule. La voiture va envoyer des informations au cerveau qui, lui, va les cumuler avec certaines règles, c'est-à-dire, il a démarré telle heure, voilà, il a commencé, à partir de maintenant, je calcule jusqu'à l'arrêt, etc. Et là, il va renvoyer des données calculées. Donc là, lui aussi, il va pas créer, mais il va remonter une donnée, on va dire. Il y a encore une autre entrée, c'est le téléphone et l'application. Évidemment, parce que vu qu'on commande la voiture, entre guillemets, depuis notre smartphone ou notre soft, bah, évidemment, il y a une donnée qui va être renvoyée aussi de notre téléphone. Donc là aussi, cette donnée va alimenter le cerveau qui lui-même va redescendre à la voiture. Donc il y avait différentes entrée, on va Ouais, dire, de différents la donnée. schémas et Voilà, c'est ça. j'imagine du coup qui compliquent la récolte de tout ça Bah, les tests, et, ouais, les zones de et de test. la mise du coup à disposition. Comment ça se passait du coup typiquement? Comment vous gériez tous ces flux d'entrée et comment du coup vous répartissiez, on va dire, ces données-là? Parce que j'imagine qu'après, il y a toute une sorte de classification et puis de choix Oui. qui est effectué. Et effectivement, ces classifications, ces choix étaient limités, par exemple, on le faisait par service, c'est-à-dire, par exemple, il y avait des services qui étaient manipulation, par exemple, de ouvrir, fermer une voiture. Bon, ben voilà. Donc, tout ce qui était, toutes les données liées à ouverture, fermeture de la voiture, ça paraît simple, mais il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de données. Donc, au fait, à chaque fois que l'un d'entre nous attaquait un service ou un monde, et ben, il avait ses 20, 100 données à vérifier. Donc, on vérifiait leur intégrité, donc leur sens, effectivement, dans le dictionnaire de données, leur calcul. Euh, on vérifiait tout ça. Tu changes d'heure, tu changes de pays, comment ça se traduit, des choses comme ça. Donc c'est sûr qu'on les prenait pas dans le tas. Moi, je les prenais dans l'ensemble, donc l'ensemble des 1000 et quelques données, euh, par rapport à la RGPD, donc comment on va les stocker, etc. Donc c'était trans-service, c'était pas par service, et il y avait les tests par service, effectivement, où là, ça avait son lot de données. Mais dès qu'il s'agissait de données, par exemple, qu'on allait stocker 3 jours, ben là, on s'en fichait de quel service ça apparaissait. C'était telle donnée, telle donnée, telle donnée. Donc, la stratégie était dédiée. Voilà. Super intéressant. Et du coup, on a encore une question de Daphné. Daphné qui dit que le sujet l'intéresse Ok, ok, spécialement, vu qu'elle elle travaille sur des problématiques pareilles chez Mati ok. avec le GPS. Ah, Donc, ouais. elle nous pose la question des données de prestataires extérieurs. Comment gérez-vous les defects de données avec ces prestataires? Eh ben, c'est ce que j'ai dit. C'était très compliqué, effectivement, au début. Très compliqué parce que bah, je l'avais dit pendant la présentation que ça paraît simple, mais en fait, voilà, la gestion des defects par partenaire et par prestataire, ça a été un vrai sujet qui a duré quand même quelques temps pour bah, savoir se parler et se comprendre. Et là, on tombe sur la culture des différents partenaires, leur façon de dire nous, c'est des tests intégrés, alors que pour nous, les tests intégrés, c'est autre chose. Il y a tout un problème de vocabulaire qu'il va falloir vraiment bien préciser et s'accorder. Donc, clairement prendre tout ce temps sur la communication et sur la compréhension. Ensuite, on a eu des difficultés sur les accès aux bugs, plus ou moins, parce qu'on avait des partenaires et on ne voulait pas qu'ils voient les bugs des autres partenaires et ainsi de suite. Donc là aussi, ça a été un headache, un mal de tête pour trouver soit un logiciel, soit une synchronisation.
finalement, c'est ce qu'on a fait. Hein. C'était 2 logiciels avec un système qui allait synchroniser les bugs, etc. Et ouais, les defects sur les données, essentiellement, c'était le versionning, la version des documents. Comme j'ai dit, nous, on travaille avec une version 2.4, c'est 1 et 0, et lui, on l'a donné la version 2.3, c'était un oui et un non. Donc, déjà, avant de tester, s'accorder sur quelle version on travaille. Donc, se mettre d'accord, être sûr, prendre le temps là-dessus, et après, les tests, c'est rapide. Mais le défi, c'est de s'accorder d'abord. Donc c'est plutôt de la communication, de la coordination, Beaucoup. plus que même le problème de la donnée en elle-même, parce qu'en fait, si j'ai Exactement. bien compris, elle était bien disponible, mais peut-être pas donnée au bon moment. Et c'est exactement ça. En tout cas, ça a été la plupart, l'origine, c'était ça, c'était mauvaise coordination, problème de communication, ce qu'on entend par yes, no, et c'était un Y et un N. Voilà, tout bête, tu vois, tu dis c'était un oui, c'était un non, ben, l'autre il a mis un O et un N. Alors qu'au fait, il fallait écrire yes et no dans oui et non. Donc, c'est ça, vraiment s'accorder. Super intéressant. On a une question qui nous vient de Spooky. Il dit qu'il a peut-être mal entendu. Il s'excuse et il dit par rapport au simulateur, était-ce un simulateur de votre conception côté QA? C'est un simulateur qu'on a réussi à avoir et à mettre à jour avec les personnes qui ont créé donc la compagnie d'intégration qui a créé ce cerveau. Donc, eux, ils avaient leur grand simulateur bien robuste, etc. Et nous, les QA, ben, on a travaillé avec eux pour avoir notre propre simulateur et l'avoir à jour. Donc, on pouvait le manipuler, nous, comme on voulait. Super. Moi, j'ai encore une question pour toi, Iman. Tu as parlé tout à l'heure des scénarios du coup que vous allez jouer, mais également l'interaction avec les différentes équipes. Et je me posais la question, typiquement, est-ce que vous avez réussi à effectuer, on va dire, des choix de scénarios avec plus de visibilité, plus de coopération avec les autres équipes, typiquement sales marketing, pour savoir, par exemple, est-ce qu'il y avait des scénarios qui vont être privilégiés, qui vont être plus vendus, on va dire. Est-ce que il y a cette collaboration-là qui a été faite pour le choix des scénarios que vous testiez? C'est une très bonne question. Effectivement, ça a été des préconisations. En tout cas, c'est sûr que nous, les tests qu'on faisait, bah, pour certains, ils n'avaient aucun sens. Hein, on est d'accord hein, pour d'autres niveaux de tests. Mais globalement, il y avait une stratégie de test et une stratégie de choix de scénarios par grande phase de test. Et à chaque fois, il fallait les repenser, les revoir et vérifier leur pertinence à cause du temps, à cause des du temps, de la grille temporelle, on va dire. Donc, oui, il fallait les repenser à chaque fois et avoir sa propre stratégie. Maintenant, est-ce que ça a été fait avec le marketing? Je ne sais pas, ça c'était eux. C'était pas nous, dans le sens où on était vraiment au début avec le simulateur. Mais je sais que Qu'il ça était faisait partie de leur retravaillé. stratégie. Ouais. Oui, oui. Et typiquement, parce que quand on parle de ce mandat industriel, peut-être que les problèmes, même si aujourd'hui le monde est en train de changer clairement là-dessus, mais Mm. est-ce qu'il y a typiquement des scénarios qui sont extrêmement problématiques dans ce domaine-là et qu'il faut absolument tester parce que, bah, en fait, autrement dit, la vie d'autrui en dépend. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns? Moi, je suis curieuse de savoir typiquement les scénarios, peut-être un scénario réellement no-go, bien sûr, à part le fait que la voiture démarre ou pas, mais on va dire des scénarios de l'extrême que nous, citoyens lambda, testeurs lambda, on n'y pense pas, qui sont importants dans le monde automobile. Alors, c'est une très belle question. Il n'y a pas. Tout est une question, on va dire, de gestion de risque et de moment. Donc, c'est vrai que
il faut distinguer aussi là, les logiciels, on n'était pas soumis à la vie humaine, ok. C'est sûr que si c'était des tests soumis avec où la vie humaine était mise en danger, c'est sûr qu'il y a là, c'est normé. T'as pas le choix vraiment dans l'imagination de tes tests. T'en as pas vraiment. Non, on fait pas évoluer là-dessus. Mais par contre, c'est sûr qu'il fallait faire attention à certains tests, parce que si on n'y avait pas pensé, si on les a testés trop tard, ben, c'était un no-go du service, effectivement, de ce que voulait offrir du moins l'entreprise. Donc, c'est sûr que si dès l'analyse, ça n'a pas été pensé et que pendant les tests, on n'a pas fait le scénario, ben c'est sûr qu'il va y avoir un petit couac et le service ne sortira pas, malheureusement. C'est sûr, Mm. j'imagine bien. En tout cas, merci beaucoup, Iman. C'était Avec plaisir, très, très Clara. intéressant de t'écouter ce soir, Merci. vraiment. Même si pour nous, c'est le soir et pour toi, Oui, oui, c'est le j'imagine qu'il est midi. encore voilà, midi. Donc, moi, je vais te dire très bon après-midi à toi. Et Merci. de toute manière, pour tout le monde, on va du coup faire une petite pause comme tout à l'heure, donc de 2-3 minutes. On reviendra à 20h du coup pour le prochain talk. Et n'oubliez pas de rejoindre du coup notre Discord. Et puis on enchaînera à 20h avec le prochain talk. Merci.